Nous allons bientôt commencer. Est-ce que vous pouvez simplement me dire si vous m'entendez bien, d'ores et déjà? Si vous avez quelques difficultés. Merci pour ces premières réponses. Bonjour, Leïla. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas, via le chat, à me faire savoir si vous m'entendez mal ou si ça a sauté. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce mardi après-midi. J'avoue que l'horaire nous met un peu en difficulté parce qu'on a notre Premier ministre qui nous fait quelques annonces, mais j'espère que vous allez être aussi passionnés par ce webinaire que par les annonces sur le déconfinement. Nous sommes deux à animer ce webinaire. Alors non, je ne suis pas schizophrène, je suis seule, je sais, dans la pièce, mais du coup, notre directrice associée, Pauline de Saint-Front, va intervenir depuis sa chère Normandie pour plutôt parler à l'écrit, donc via le chat, parce que sa connexion est un petit peu faiblarde en ce moment. En tout cas, je vous recommande son lieu de résidence pour une vraie déconnexion. Trêve de plaisanterie, du coup, on se retrouve cet après-midi pour parler des sociétés à mission, de savoir qu'est-ce qu'il incombe en fait à cette nouvelle qualité d'entreprise, quelles sont les démarches pour devenir société à mission, pourquoi y aller, comment y aller, pourquoi ne pas y aller, c'est ce que nous allons voir du coup pendant ces 45 minutes. Je dis 45 minutes parce que nous allons avoir 30 minutes du coup où je vais pouvoir aborder des informations spontanément, puis il y aura tout un temps de questions et de réponses où nous serons deux à vous répondre. Je vous souhaite un très bon webinaire. C'est parti. Alors, j'ai plus de documents. C'est magnifique. Ça commence bien. Les aléas du direct. Vous allez pouvoir retrouver. Du coup, c'est pas grave. Comme ça, je vais le faire de tête. En fait, nous, on commence toute intervention par notre vision, notre mission, notre raison d'être. C'est de participer à changer le monde. Rien que ça. Nous avons des convictions qui sont fortes, c'est celle que ceux qui mettent l'humain au centre, qui regardent le long terme, qui sont innovants et qui agissent dès maintenant en faveur de la planète, sont vraiment les acteurs de demain. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous vous reconnaissez dans ces convictions. On se définit comme des semeurs de responsabilité sociétale en révélant et en développant ces différentes richesses. Donc, nous allons du coup, je suis navrée, il n'y a plus de documents, je vais tout faire de tête, alors il ne faudra pas m'en vouloir s'il manque des éléments. Non, on va essayer de rétablir tout ceci. Donc, en fait, dans cette demi-heure, on va se présenter rapidement, que vous sachiez du coup qui nous sommes. Et du coup, alors, je ne sais pas, on a un petit souci de technique. Ça aurait été trop beau que ce soit nickel du début à la fin. Me revoilà. J'espère que vous êtes... C'est magnifique comme démarrage. Donc, nous allons partir de un peu l'assise réglementaire pour voir ce que c'est que cette qualité de société à mission. On va voir quel est l'intérêt de devenir société à mission. Et puis, on va aller chercher quelques éclairages au niveau de la presse et d'exemples d'entreprises qui sont déjà dans cette démarche-là. Donc, c'est parti. Donc, on se présente rapidement. Donc, on est... J'aimerais que les slides passent. Voilà. Donc, nous sommes un cabinet de 13 semeurs, joyeux semeurs engagés. On est basé à Toulouse, mais on a un rayonnement national et international. En ce moment même, on est un peu partout en France en télétravail. On est du coup accrédité depuis 2012 pour réaliser l'audit de rapport RSE et on a fait partie des premiers cabinets. Donc, on cherche vraiment à avoir cet esprit pionnier. Et dans cet esprit pionnier, on veut aussi être l'un des premiers cabinets reconnus comme société à mission en ayant rempli toutes les conditions qu'on va voir ensemble. Nous intervenons principalement auprès d'ETI, de PME et de TPE, que ce soit au titre de l'accompagnement dans une démarche RSE,
ou à l'audit de communication RSE ou l'audit de démarche RSE. Nos clients sont dans des secteurs très variés, avec une certaine prédominance pour l'agroalimentaire et le domaine agricole. Alors certes, on aime bien manger au cabinet, mais c'est aussi des valeurs en fait de ces secteurs-là qui nous intéressent beaucoup. Mais on intervient aussi bien dans la gestion des déchets, l'industrie du papier, la presse, tout ce qui est audit, expertise comptable, l'événementiel. On est du coup assez polyvalent de ce côté-là. Alors, moi, j'ai plus d'images, enfin, en tout cas, plus de support. Donc, je vous le fais en live comme ça, mais c'est pas très grave. Ce qui est intéressant, ce sont les slides suivants notamment. On va pouvoir reprendre la main gentiment. On a 3 lignes de service principales. Donc, la première, c'est l'audit. Lapsus. La première, c'est le conseil du coup en RSE. Donc, c'est le conseil pour vous accompagner, soit à mettre en place une démarche RSE si vous êtes en questionnement, soit à développer, aller plus loin dans votre démarche. Et typiquement, du coup, l'accompagnement pour devenir société en mission rentre tout à fait dans cette ligne du coup de service. Et nous avons aussi une dimension un petit peu de communication pour aider les chefs d'entreprise, plutôt de PME, on va dire, à mettre en avant les actions responsables qu'ils mettent en place sans trop le savoir et surtout sans le faire savoir. Donc, c'est cette partie de valorisation de vos actions responsables. On a une dimension, du coup, aussi fondamentale qui est la comptabilité universelle, qui est, du coup, une méthodologie créée, développée par notre fondateur Jacques de Saint-Front et sa fille, donc Pauline de Saint-Front, directrice associée du cabinet, je vous l'ai dit en introduction, excusez-moi. Et donc, du coup, cette méthodologie, elle est là pour mesurer la création de valeur sociale, sociétale et environnementale. C'est se dire, en fait, je mets en place des actions, j'aimerais bien que toutes mes parties prenantes puissent mesurer ma contribution, en fait, à la responsabilité sociétale dans une unité qui me parle, notamment donc l'euro. Donc, en fait, on arrive à agréger la création de valeur sociale, sociétale et environnementale en euros. Et enfin, le dernier plan de nos activités, c'est l'audit RSE, donc l'audit de sociétés qui veulent devenir société à mission, et l'audit réglementaire de rapport RSE ou de déclaration de performance extra-financière. Nos clients ont des tailles variées, de la PME, voire TPE, avec autour de 17 salariés, jusqu'à plus de 14 000. Donc, on arrive bien à faire le grand écart, sans problème. On a réalisé plus de 200 audits RSE en tout, plus d'une trentaine de missions de conseil. Nos clients sont prêts à nous recommander. Merci à eux. Merci à vous qui êtes présents aussi aujourd'hui. Et la comptabilité universelle, ça soit sur 2000 heures de recherche fondamentale et 4000 heures de recherche appliquée. Là, quelques éléments complémentaires, vous pourrez lire avec plaisir, j'en doute pas quand vous téléchargerez ce document, mais sachez simplement qu'on intervient dans des groupes de réflexion qui, du coup, travaillent l'état de l'art, en fait, de la RSE, donc que ce soit ORE, l'AFNOR, COP de France, le C3D, Global Compact, et on agit très activement. Donc, Pauline est très active au niveau de la commission RSE de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui va donner les diligences de l'auditeur, que ce soit auprès en tant qu'auditeur de déclaration de performance extra-financière que auditeur de société à mission. Je vais y revenir. Alors, justement, que dit la loi? Quels sont les fondements de cette qualité de société à mission? Alors, vous le voyez, je fais attention à dire qualité de société à mission et pas statut, parce que ce n'est pas un nouveau statut en tant que tel. C'est vraiment une qualité d'entreprise. Donc, si je bug un petit peu, vous m'en voulez pas, mais il faut faire attention à bien utiliser les termes de qualité de société à mission. Donc, la première loi, en fait, qui introduit ces notions nouvelles, c'est la loi Pacte, du coup, qui est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est la loi du 22 mai 2019. C'est une loi assez dense, avec plus de 220 articles. Alors, vous dites bien qu'on va tous les passer en revue maintenant. Ça ne va pas du tout être fastidieux. Bien sûr, c'est pas ça qu'on va faire. On va se focaliser sur les 3 éléments clés du coup de la loi Pacte, comment elle a modifié le code civil et le code du commerce. Sachez qu'en tout cas, ces modifications émanent notamment du rapport Nota-Sénard, qui est du coup une mission qui a été confiée à Jean-Dominique Sénard et à Nicole Nota pour réfléchir à l'entreprise comme objet d'intérêt collectif. Ça donne un petit peu le tout, objet d'intérêt collectif. Donc, première modification, c'est l'article 1883 du Code civil qui instaure l'idée que l'objet social de l'entreprise est, au-delà de la recherche de profit,
doit prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça concerne toutes les entreprises. L'objet social des entreprises a été modifié afin d'inclure l'intégration d'enjeux sociaux et environnementaux. Et ce qui fait qu'il y a certaines sociétés qui se posent des questions si elles ne peuvent pas être remises en cause par du coup, des parties civiles par rapport à cet objet social plus complet. Après, il y a l'objet, du coup, l'article 1835 du Code civil qui a été modifié et qui fait apparaître la notion de raison d'être qui doit s'appuyer sur des moyens pour établir une mission. L'entreprise, du coup, avec cette raison d'être, doit s'appuyer sur des moyens et sur des objectifs sociaux et environnementaux. Et cette raison d'être est instaurée dans les statuts et c'est tout à fait une démarche volontaire pour le coup. Pourquoi j'insiste un petit peu sur la dimension statut? C'est parce que c'est vraiment important comme modification pour une entreprise. On va y revenir. Et enfin, donc, il y a 4 articles dans le Code du commerce qui ont été modifiés et ce sont ces 4-là, si vous voulez aller chercher les textes purs législatifs, sont ces 4 articles qui donnent du coup les conditions pour devenir société à mission. Et là, on est sur une démarche volontaire aussi, mais qui est beaucoup plus engageante auprès de ces parties prenantes que simplement édicter sa raison d'être, voire simplement de l'inscrire dans ses statuts. Il y a un deuxième document du coup qui est important, c'est le décret du 2 janvier 2020 et qui donne les modalités d'audit par un organisme tiers indépendant. On va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, devenir société à mission, pour nous, on le présente comme 3 défis. On a choisi le terme défi parce que c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on va du coup modifier en profondeur l'entreprise en modifiant ses statuts. Et ça va du coup impliquer les administrateurs et les actionnaires de l'entreprise, ceux qui sont plutôt du coup qui veillent à ce que l'entreprise dégage du profit. Donc les 3 du coup défis, c'est définir une raison d'être, un premier défi qui nous on préconise que ce soit plutôt collectif et participatif pour que ça embarque le maximum de personnes, notamment les salariés. Et cette raison d'être, elle devient statutaire. Et elle s'appuie, je le disais, sur des objectifs sociaux et environnementaux et elle se donne des moyens pour atteindre ces objectifs. Le deuxième défi, c'est de créer un nouvel organe de gouvernance qui s'appelle comité de mission. La société doit se doter d'un comité de mission. Il a un peu un rôle équivalent au comité de surveillance d'une entreprise. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il faut qu'il y ait au moins un salarié. Et nous, on préconise qu'il y ait un maximum de personnes externes, que ce soit des partenaires privilégiés comme des clients ou des fournisseurs ou des experts de sujets. Si vous vous dotez d'un objectif sur la biodiversité, c'est peut-être pas mal de faire appel à un écologue, peut-être dans votre comité de mission. Parce que le rôle du comité de mission, c'est de suivre si l'entreprise, elle suit bien sa mission, elle se donne bien les moyens de suivre la mission qu'elle s'est donnée. Pour les sociétés de moins de 50 salariés, donc les petites PME, le comité de mission peut être réduit à un référent de mission qui peut être un salarié. Donc la loi Pacte, pour le coup, je vais faire assez souvent le parallèle avec les petites sociétés, enfin les PME, parce qu'elle est pensée aussi sur ces articles-là pour aussi bien des grands groupes, des ETI, des PME et des TPE. Troisième défi, c'est d'être audité. Et alors là, bingo, on est audité 2 fois. On est audité par le comité de mission qui va, du coup, regarder tous les ans si l'entreprise a bien investi, a bien poursuivi ses objectifs sociaux et environnementaux, si elle s'est donné les moyens de sa raison d'être. Et pour cela, elle va éditer un rapport annuel qu'elle va joindre au rapport de gestion de l'entreprise. Et deuxième audit, c'est un audit par un organisme tiers indépendant, comme nous, qui intervient tous les 2 ou 3 ans selon la taille de l'entreprise, pour lui aussi regarder dans quelle mesure l'entreprise, elle réalise bien sa mission, elle est bien en train de se transformer pour atteindre ses objectifs sociaux et environnementaux. Tout ça va du coup conclure par une déclaration au greffe du tribunal de commerce avec les nouveaux statuts qui vont être édictés, un audit dans les 18 ou 24 mois qui suivent ce dépôt des nouveaux statuts, le comité de mission du coup qui rend son rapport, il est joint au rapport de gestion. Ça veut dire dans du coup le creux, c'est que le conseil d'administration, il ne peut absolument pas modifier ce rapport. Si le rapport du comité de mission est défavorable à l'entreprise pour telle et telle raison,
il sera du coup joint tel quel au rapport de gestion et donc il sera pris en compte tel quel par l'Assemblée générale d'approbation des comptes. Par contre, l'avis motivé de l'organisme tiers indépendant, lui, il est forcément public et il est publié sur le site internet de l'entreprise pendant 5 ans. Donc, ce sont des engagements et de la transparence par rapport aux moyens de ces engagements qui est du coup vraiment porté par cette qualité de société à mission. Et alors, du coup, on s'engage tout ceci pour dans quel but? Alors, petit rappel un tout petit peu du coup de statistiques, mais que vous connaissez certainement, c'est que globalement, quels que soient les chiffres et les études, vous avez les références en bas, mais qui sont assez petites, mais vous les retrouverez sur le document, c'est que les entreprises, elles sont face à des défis aussi de la part de leurs parties prenantes. C'est-à-dire qu'elles ont des candidats au recrutement qui leur demandent du coup quelles sont leurs démarches RSE, elles ont des clients qui leur demandent quelles sont les démarches RSE, et elles ont parfois du mal à en rendre compte et à être alignées en fait avec ces nouvelles attentes de leurs parties prenantes. Pourquoi on vous parle du coup de ces parties prenantes-là? C'est parce qu'en fait, globalement, elles sont en recherche de sens, notamment en fait les jeunes générations. Vous vous rappelez bien les marches pour le climat, le manifeste pour le climat des jeunes, les faits que plus de 7 jeunes qui entrent sur le marché du travail sont en quête de sens plutôt que d'un bon salaire. Tout ça, en fait, c'est créer l'avenir. Recruter des jeunes aujourd'hui, c'est pas juste le plaisir de recruter des jeunes générations, c'est que vous créez la pérennité de la suite de votre entreprise. Donc, c'est pour ça que c'est important d'écouter en fait leurs demandes. Et la manière, en fait, d'y répondre de manière performante, transparente et très engageante, c'est de devenir société à mission. L'avantage pour devenir société à mission, c'est de réaligner en fait les valeurs, la stratégie, le management avec la raison d'être. C'est aussi donner du sens. On parle de maximum de participatif dans cette démarche. Donc, du coup, c'est de créer un projet d'entreprise avec un but collectif. Et bien sûr, in fine, comme fruit, c'est que vous pouvez réaligner votre communication, qu'elle soit RSE ou non RSE. Deuxième plan pour nous qui nous semble très important avec cette qualité de société à mission, c'est le fait de progresser. Alors, vous vous doutez bien qu'en tant qu'auditeur et conseil sur la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière, le côté challenge par des objectifs, c'est quelque chose qui, du coup, nous importe pas mal. Et je pense que des clients pourront en témoigner tellement nous sommes vraiment, comment dire, nous allons assez loin là-dessus sur ces questions-là, mais c'est vraiment au service de l'action et de la progression. Donc, poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux qui sont inscrits dans les statuts, c'est vraiment aller chercher de la performance extra-financière. Et également, le fait de réaligner des objectifs financiers, sociaux et environnementaux, c'est un message très fort et ça oblige à se donner des moyens et donc d'agir sur ces différents enjeux RSE. Troisième niveau aussi d'intérêt pour devenir société à mission, c'est de rendre compte de manière opposable. C'est la transparence. Vous avez entendu, il y a le rapport de l'OTI qui est public. Les statuts dans lesquels on retrouve les objectifs sont accessibles. Le rapport du comité de mission, il peut être publié aussi. Donc, en fait, là où on est l'entreprise, si elle s'implique par rapport à ces objectifs-là, eh ben, c'est public. Le dernier pan qu'on trouvait, c'était la question d'attractivité et de compatibilité dans des choix. L'attractivité, forcément, le côté marque employeur va en être boosté, le fait de qualifier de société à mission. Mais d'un côté, vous, comme recruteur, vous pouvez aussi avoir encore un autre éclairage pour savoir si le candidat en face de vous, il est bien aligné avec votre raison d'être. Ça clarifie aussi, du coup, ces messages et ces valeurs entre les parties prenantes. Les parties prenantes qui peuvent être vos financeurs, des investisseurs. Est-ce que j'ai envie de confier une partie, du coup, de mon entreprise à cet investisseur? Est-ce qu'on est bien aligné sur cette raison d'être? Et dans vos choix aussi d'investissement, et donc ça peut être un critère aussi de décision de vos choix, une fois encore, je vous disais, de recrutement, de financement, d'investissement, et ça peut être source d'innovation. La littérature là-dessus est quand même assez fournie. Et donc, quelles sont les sociétés qui pourraient avoir un intérêt à devenir société à mission? D'abord, il y a les sociétés qui ont déjà défini une raison d'être. Il y a pas mal de sociétés du CAC 40 qui ont proclamé leur raison d'être. Pour l'instant, je n'ai pas été chercher, je l'avoue, si elles étaient statutaires ou pas, ces raisons d'être, et ça fait toute la différence. On pourra réunir si vous voulez. Nous avons les entreprises qui ont un modèle d'affaires qui est déjà en fait une mission avec une utilité sociétale, les startups à impact social ou environnemental, les sociétés de l'économie sociale et solidaire, les mutuelles, les coopératives. Elles sont déjà en fait dans un état d'esprit de long terme et d'intégration des parties prenantes et d'avoir plusieurs organes de gouvernance dans du coup leur fonctionnement d'ores et déjà. Donc le passage à société à mission peut être déjà facilité.
Ensuite, il y a les sociétés, les entreprises qui souhaitent décupler leurs engagements RSE. Et peut-être que vous en faites partie. C'est celles qui, en fait, ont envie de rendre encore plus compte de leurs engagements, une fois encore de manière opposable, objective, épaulée par un comité de mission qui va les challenger, qui va leur éclairer sur leur marche à suivre. C'est tout à fait intéressant. Et puis, il y a les dernières qui peuvent trouver un nouveau relais de purpose washing, donc de proclamer des belles choses et de ne rien faire derrière. Mais là-dessus, vous l'avez bien compris, je pense qu'il y a du coup des manières de se prémunir de cette petite blague sur le purpose washing que je vous proposais, tout simplement. Alors, quelques coupures de presse. Je vais être assez rapide pour qu'on ait le temps de questions. Alors, une fois encore, dans la presse, il y a pas mal d'articles qui sont sortis, il y a pas mal d'entreprises qui, du coup, communiquent sur leurs démarches en cours. Donc, voilà, on pourra en discuter avec plaisir. On a choisi 2 articles qui étaient un petit peu pinçants, parce que c'est le côté peut-être un petit peu impertinent qui nous caractérise aussi, et avec des titres, du coup, qui nous ont interpellés. Donc, dans celui-ci, vous avez la référence en dessous, c'est juste l'idée, est-ce que, en fait, la loi Pacte n'est pas une fausse bonne idée? Ce qui ressort notamment de cet article, c'est 2 choses. C'est une confusion au niveau juridique. Est-ce qu'on ne crée pas un énième statut qui, notamment, peut concurrencer ou flouer un peu la position des sociétés dans l'économie sociale et solidaire? Nous, notre position, c'est qu'en fait, non, pas du tout. Ça ne vient que renforcer, en fait, l'accès à ce type d'engagement, parce que n'importe quelle entreprise, de la TPE au grand groupe, n'a qu'à modifier ses statuts pour entrer dans la démarche. Elle n'a pas à changer de statut pour rentrer dans la démarche. Un deuxième travers que cet article présente, c'est une fois encore le purpose washing. Le purpose washing, en fait, tout simplement, à mon sens, il s'évacue assez vite. On l'a dit, il y a quand même 2 audits, un annuel, un qui est pour l'instant tous les 2 ou 3 ans, mais qui pourrait devenir plus fréquent pour s'aligner notamment sur l'audit des déclarations de performance extra-financière. Ça, c'est une position que nous, on peut du coup se tenir pour allier les deux. Il y a l'indépendance du comité de mission, que du coup, aussi on appelle de nos voeux pour qu'il soit aussi un organe de challenge et de remise en cause constructive et d'analyse critique. Et à côté aussi de se fixer des objectifs précis, clairs, opposables. Et tout ça, ça devrait être une bonne, du coup, manière de dissuader les entreprises qui voudraient simplement proclamer et ne pas agir, ne pas se transformer derrière. Et le deuxième article, alors ce n'est pas de la RSE, c'est comme si je vous disais, selon le tableau célèbre, ceci n'est pas une pipe, vous pensez forcément une pipe. Et bien sûr que Société à mission, c'est du coup un socle encore plus solide de responsabilité sociétale des entreprises. Là, ce que nous, on voudrait vraiment mettre en avant, c'est l'idée que en mettant au même niveau des objectifs sociaux, environnementaux et financiers, c'est un levier, bien sûr, d'engagement des salariés, mais aussi d'innovation produit, d'innovation de gouvernance, d'innovation technologique, d'innovation sociale. Donc, c'est plutôt un vecteur de performance de l'entreprise. Et c'est aussi ce que, du coup, cet article met en avant, clairement. Voilà, principalement. Je ne vais pas aller plus loin pour ne pas m'éterniser, mais on pourra en discuter également. Alors, quelques exemples. Du coup, là, alors c'est en tout petit, donc vous aurez le support, mais en gros, on a choisi, il y a pas mal d'entreprises qui du coup, présentent en mettant dans la démarche de devenir société à mission. Vous l'avez peut-être entendu, je ne parle que de sociétés qui sont dans la démarche 2, parce que pour être société à mission pleinement, il faut avoir été audité par l'organisme tiers indépendant. Et ça, pour l'instant, à notre connaissance, il n'y a pas encore de sociétés qui sont passées sous l'œil de l'auditeur. Donc, c'est pour ça que la plupart des entreprises sont plutôt dans la démarche 2, ont certainement modifié leur statut, les ont certainement déposés au greffe, mais n'ont pas encore été pleinement jusqu'au bout des conditions nécessaires. Ce qui est normal parce que les auditeurs aussi sont en train de s'outiller là-dessus. Donc voilà, méfiance aussi quand vous lisez que les sociétés sont déjà sociétés à mission. Pour déjà aussi faire le tri entre les entreprises qui ont proclamé leur raison d'être et celles qui sont dans une démarche assez aboutie, c'est les entreprises qui sont membres de la communauté des entreprises à mission. Là, vous aurez aussi un certain nombre de références très intéressantes. Donc, Open Classroom, du coup, cette entreprise, elle a vraiment, dès sa création, s'est donné une mission de rendre l'éducation accessible à tous et partout.
Et c'est quelques années après qu'ils ont formalisé leur raison d'être, du coup, dans leur statut, avec la loi Pacte qui est tombée sans précédent. Ce qu'ils mettent en avant, c'est qu'en gros, à une période où ils étaient en pleine croissance tellement forte que peut-être leur valeur avait un risque de se diluer du fait de leur croissance, et ben, ils ont décidé vraiment, en instaurant cette raison d'être dans les statuts, et ben, de s'assurer qu'elle reste au cœur en fait, de leur stratégie. Et même, ils l'ont inscrit dans leur du coup, pacte d'actionnaires quand ils ont fait une levée de fonds auprès d'un fonds américain. Sur ce quoi ils insistent, c'est le côté, du coup, critères de décision dans leurs décisions stratégiques, que ce soit un recrutement, un investissement, un financement et à la recherche de financeurs, et que c'est cette raison d'être, du coup, qui est vraiment leur garde-fou et leur inspire et leur permet de prendre des décisions fidèles à leurs valeurs dans tous les plans stratégiques de l'entreprise, notamment dans une dimension de croissance très rapide, où on pourrait peut-être se perdre un petit peu. Et du coup, Open Classroom, typiquement, fait partie de la communauté des sociétés à mission. Après, nous citons donc du coup Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, que vous avez peut-être vu sur Objectif Raison d'être, qui est l'émission de Cyrielle Ariel sur BFM Business, qui était le vendredi soir, je crois, et rediffusé le week-end. Je crois que les numéros ont poursuivi, donc en tout cas, en replay, ils étaient très intéressants. Et donc, ce que nous dit Pascal Demurger, c'est simplement que c'était l'idée d'aller encore plus pleinement dans la prise de responsabilité. Ils étaient déjà dans une démarche, on va dire RSE naturelle, en étant un assureur militant, et ils voulaient vraiment garantir d'avoir un impact positif avéré sur la société. Pour eux, c'est une manière, en fait, en devenant société à mission, d'avoir un rôle politique fort pour répondre aux défis qui nous font face, que ce soit au niveau social, au niveau climatique, pour ne citer que cela. Et donc, c'est aussi une manière, en fait, en étant sur des engagements publics, de s'obliger à agir de manière irréversible. Et il termine par des éléments vraiment intéressants, c'est cette idée de positionnement stratégique. Ils veulent se démarquer, du coup, de ce côté, avec cette qualité de société à mission, d'un point de vue recrutement, d'un point de vue, du coup, client, et pour lui, il y voit un vrai levier de performance et donc de pérennité de l'entreprise. Je fais un petit focus sur la pérennité de l'entreprise. Pour nous, en fait, qui, vous le savez, du coup, on a cette partie audit de déclaration de performance extra-financière. On doit, du coup, regarder la manière dont l'entreprise a analysé ses risques extra-financiers. Et c'est notamment comment elle a analysé du long terme. Pour nous, en fait, c'est une manière, en étant société à mission, de réintégrer ce long terme, réintégrer les enjeux de demain. Et finalement, je pense qu'il y a pas mal de signaux faibles qui sont de plus en plus forts aujourd'hui, et la crise actuelle en est un écho particulier, qui montre qu'en fait, on a besoin d'aller chercher l'ensemble des risques d'une entreprise et qu'en les identifiant, en agissant dessus, là, on crée de la pérennité et de la résilience. Petit aparté terminé. Et du coup, dernier exemple, je fais un petit peu vite pour Yves Rocher, c'est tout simplement, là, c'est une entreprise qui, du coup, a voulu inscrire les valeurs fondatrices de cette entreprise familiale dans la durée, parce qu'il va y avoir d'autres générations qui vont prendre la suite de la direction de cette entreprise et être sûr que ces valeurs sont toujours vivantes. Donc, c'est notamment pour ça. Il y a d'autres choses, je vous laisse découvrir aussi ce qu'il en dit. Donc, pour faire simple et juste pour dire pourquoi en fait on a voulu aussi parler des sociétés à mission, c'est parce que pour nous, on a engagé dans la RSE depuis du coup quasiment tous depuis nos diplômes, voire peut-être avant aussi sur des engagements associatifs avant même d'être diplômés. On est tous très engagés au sein du cabinet pour du coup agir à vos côtés, que ce soit sur la dimension d'accompagnement, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes. Si vous voulez vous questionner sur votre raison d'être, on peut vous accompagner. Si vous l'avez définie et que vous voulez aller plus loin pour définir des objectifs, on peut vous aider à définir ces objectifs. Si vous avez besoin de convaincre votre direction générale, pour l'aider à les convaincre, le conseil d'administration et l'assemblée générale pour approuver ces nouveaux statuts, on est là aussi. Et notre vœu, c'est de participer à changer le monde. Et du coup, ça en fait partie. Et si vous avez besoin d'être audité, mais de manière constructive, que ce soit sur DPF, je le place maintenant, comme ça c'est fait, placement de produit, mais sur la partie société à mission, voilà, on est ravis aussi de pouvoir échanger avec vous là-dessus.
Nous, c'est vraiment un sujet qui nous porte fortement parce qu'il est vraiment vecteur de transformation d'entreprise et de transformation du capitalisme en tant que tel. Là, c'est un premier webinaire qu'on fait dessus. Vous avez peut-être vu sur notre page LinkedIn qu'on publie des articles spécifiques sur du coup, les sociétés à mission, et il y en a d'autres à venir. Ce qu'on apprécie en fait aussi dans ce statut, dans cette qualité de société à mission, c'est vraiment en fait l'introspection qu'elle génère. On se pose la question de qu'est-ce que c'est que ma raison d'être, à quoi je sers, quelle est l'utilité de toute l'activité économique, de tout, moi en tant que chef d'entreprise, ou moi en tant que responsable RSE, ou moi en tant que DAF, ou peu importe, je m'investis dans mon entreprise, je demande à mes salariés de s'investir, mais dans quel but? Oui, en fait, de dégager du profit, mais est-ce que ça ne serait pas seulement des moyens pour atteindre une mission d'utilité sociétale? Et cette idée, en fait, de bien commun qui est réintégrée dans l'objet social de l'entreprise, c'est vraiment pour nous un vecteur de transformation très intéressant. Et c'est pour ça que notre préconisation, c'est notamment de bien prendre le temps de se poser les bonnes questions et d'être bien entouré pour trouver les bonnes réponses qui sont valables aujourd'hui, mais qui seront valables demain aussi, parce que changer des statuts, ça ne se fait pas tous les ans. Donc, du coup, on donne une fois encore du long terme à ces décisions. Donc, soyez bien entourés aussi, d'où l'idée d'être au cœur aussi le dialogue avec vos parties prenantes. Et définissez aussi des objectifs qui sont vraiment, du coup, concrets et qui poussent à l'action, avec des petites victoires ou des grandes victoires à long terme. Petit corpus de préconisations, mais évidemment, on pourra du coup en détailler un peu plus. Ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est que c'est une manière, en fait, du coup, réglementaire, auditée, de montrer la contribution de son entreprise au bien commun et à l'intérêt collectif. Et donc, en s'obligeant à respecter ces objectifs parce qu'on est audité, on s'oblige à agir, et c'est aussi, si vous vous rappelez notre ADN, un élément clé de notre ADN en tant que tel. Et enfin, pour que du coup, ces engagements soient vraiment convaincants pour vos parties prenantes, il faut que ce soit mesurable. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à avoir des objectifs qui soient mesurables dans le temps. Et donc, on appelle de nos voeux, alors c'est un peu général, mais est-ce que cette, du coup, raison d'être, en fait, elle soit pensée pour être transformative dans le temps. C'est important aussi de se donner du temps. Et que, je cite du coup Jean-Dominique Senard et Nicole Notta, qui disaient que c'est souvent quand l'entreprise perd de vue sa raison d'être que les soucis financiers surviennent. 15h32, je me tais, c'est à vous la parole pour poser vos questions, et merci en tout cas pour votre attention jusqu'à présent. Il y a déjà pas mal de questions. Alors, je vais appeler ma chère animatrice aussi, co-animatrice qui est en Normandie, donc Pauline, pour répondre. Peut-être qu'elle a déjà répondu un petit peu en direct. Alors, il y avait eu des problèmes pour voir les slides. Bon, et en effet, vous pouvez du coup réanimer. Le document, il sera téléchargeable. Donc, peu d'entreprises peuvent intégrer la communauté des entreprises à mission. Oui, c'est assez sélectif. Il faut être parrainé. Je ne suis pas spécialiste parce que ce n'est pas moi qui fais la démarche, c'est Pauline notamment, mais voilà, il faut être parrainé par 2 personnes qui sont déjà dans la communauté des sociétés à mission. Ça se mérite. Et c'est aussi un pare-feu de relais de communication qui serait peut-être trop court-termiste. Alors, du coup, les questions... Donc, très très bonne question, on s'y attendait. Donc, quel est le niveau de détail attendu dans les statuts sur les objectifs environnementaux et sociaux au service de la mission? Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous préconise, c'est d'avoir bien sûr des objectifs de long terme, mais je le disais, des objectifs du coup opposables, donc concrets. L'idée, c'est de ne pas avoir des vœux pieux, juste avoir que ce soit une déclaration d'intention, sinon personne ne pourra challenger si vous avez atteint ou pas vos objectifs. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir dans la littérature, c'est qu'il y a des objectifs qui sont très très larges et plutôt qualitatifs, et d'autres qui sont très quantitatifs et court terme. Donc, c'est assez varié, je le reconnais. Ce qu'on préconise aussi, c'est dans cette idée d'alignement, c'est que si vous avez des objectifs liés à votre communication RSE, notamment votre déclaration de performance extra-financière, mais pensez-les de concert pour que du coup, un objectif remplisse les deux, votre DPEF et les statuts. Mais on vous préconise notamment des objectifs chiffrés pour progresser.
Alors, est-ce que la démarche B Corp répond à l'exigence d'audit par un tiers indépendant? À ma connaissance, non. Ce sont deux démarches différentes, même si elles sont bien sûr entremêlées au niveau de leur sens et de leur portée. Alors, est-ce que cette raison peut être construite parallèlement à notre démarche RSE et dans le cadre de notre DPEF? Il faut agir de concert, logiquement. C'est qu'en gros, la DPEF, en étant sur une analyse des risques et opportunités, elle doit alimenter l'introspection qu'amène la raison d'être. Et donc, il faut, quand moi je lis parallèlement, je vois deux systèmes distincts. Non, il faut que l'un amène l'autre et que la déclaration de performance puisse aussi restituer, soit un outil pour restituer votre avancement par rapport aux objectifs de vos statuts. Alors, l'objet social nouveau d'entreprise à mission est-il ou non opposable juridiquement? Au titre de l'article 1883, oui, alors je pense qu'il n'y a pas de jurisprudence jusqu'à présent, mais il concerne toutes les sociétés. Mais c'est dans le cadre simplement de l'idée que l'objet social de l'entreprise est aussi d'inclure des objectifs, d'inclure des enjeux sociaux et environnementaux. Au-delà, en parallèle et en complément de la recherche de profit. Donc, on n'est pas du coup sur la partie société à mission, ce n'est qu'une démarche volontaire. Alors, comment déterminer des objectifs pertinents pour l'entreprise et dans le temps? C'est une excellente question et honnêtement, je ne peux pas y répondre là en 2 minutes parce que c'est aussi notre credo à nous, c'est qu'on ne fait un accompagnement que sur du sur-mesure et on a besoin en fait il faut que ces objectifs, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette innée, c'est propre à l'entreprise. Sur des choses aussi fondamentales que d'inscrire des objectifs socio-environnementaux dans vos statuts, il faut que ce soit du coup émanant d'un fonctionnement déjà interne et que ce ne soit pas une méthode standardisée qui vienne s'imposer. Parce qu'il y a besoin en fait que votre direction générale et que l'Assemblée aussi d'approbation des comptes s'y retrouve. Et donc, il faut bien qu'elle soit adaptée dans une démarche de progrès, mais une démarche progressive, à du coup les spécificités de vos organes décisionnels si importants. Donc, ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. À mon sens, il n'y a pas de méthode innée, sauf celle d'être très à l'écoute de vos parties prenantes, notamment les organes de décision. Alors, en quoi les entreprises à mission sont-elles plus agiles et apportent une meilleure réponse que d'autres entreprises plus classiques en temps de crise? C'est aussi une excellente question. Alors, je ne le fais pas juste par plaisir de dire ça, mais je vous avoue que c'était un sujet qu'on aimerait peut-être étudier dans le cadre d'une étude, cette question de la résilience des entreprises qui sont engagées en RSE. J'ai un cas avec un client où c'était exactement ça d'ailleurs, mais je ne le citerai pas, pour ne pas le faire rougir si d'ailleurs il écoute. Donc, en fait, le postulat, c'est de se dire les entreprises qui sont engagées dans cette démarche, elles sont à l'écoute de leurs parties prenantes, donc elles les ont à l'écoute, mais elles sont dans un niveau de dialogue, ce qui fait qu'elles peuvent capter en fait des signaux de crise peut-être plus rapidement que d'autres qui sont un petit peu fermées sur elles-mêmes. Elles ont fait confiance aussi à leurs salariés, donc ça leur donne de l'agilité pour du coup réagir plutôt qu'être des exécutants d'une décision unilatérale qui vient du haut et qui n'est pensée que par une seule tête. Et elle a intégré du long terme. Donc, elle a été anticipée une fois encore des potentiels risques et enjeux. Donc, c'est en ça pour nous, notamment, je fais court parce que en plus, je suis assez bavarde, mais je pourrais vous en dire un peu plus sur cette manière d'être plus agile grâce à la RSE. Donc, le parrainage, alors pareil, je crois que malheureusement, Pauline ne peut pas répondre directement, mais en fait, il faut trouver 2 personnes qui sont déjà membres de la communauté de société à mission et leur demander d'accepter si elles veulent bien vous parrainer. Et ça se fait en ligne. Voilà. Je crois que la démarche est assez simple administrativement, mais le fait d'être accepté en tant que tel par ces 2 parrains, et encore, je crois que la communauté en tant que telle regarde du coup le dossier de candidature, mais je ne suis pas sûre, pardonnez-moi. Mais ça, voilà. Il faut déjà certainement avoir avancé pas mal de choses pour intégrer cette communauté. Alors, quelle doit être la composition du comité de mission? Donc, ce qu'on vous disait, c'est que de toute façon, au niveau réglementaire, si vous êtes plus de 50 salariés, il faut qu'il y ait au moins un salarié. Ce que nous, on me semble très bien, c'est que du coup, il y ait quelqu'un qui ait le pied dans l'entreprise, qui puisse du coup être
au cœur aussi de ce que fait l'entreprise pour pouvoir mieux en parler, mieux analyser, peut-être mieux expliquer certaines choses. Ce qu'on préconise au niveau des salariés, c'est que forcément, ce ne soient pas les dirigeants, que ce soit des personnes du coup qui puissent avoir un regard externe tout en étant dans l'entreprise. On recommande aussi qu'il y ait des partenaires qui connaissent l'entreprise, qui puissent du coup intervenir et challenger en ayant connaissance de l'entreprise, mais en ayant leur propre regard. C'est pour ça que je vais vous citer des clients privilégiés ou des fournisseurs, d'autres partenaires. Et il peut y avoir aussi, là aussi, ça peut être des experts complètement externes, qui ne sont pas forcément du milieu économique, mais qui peuvent apporter leur éclirage et leur connaissance sur les domaines du coup, sur lesquels l'entreprise a posé sa raison d'être. Après, c'est du coup un organe qui doit se réunir, qui, à notre sens, n'est pas juste là pour émettre un rapport une fois par an. Il est du coup à ce rôle de suivi de la mission, donc de surveillance. Donc, il faut bien qu'il soit indépendant, dans la mesure où, du coup, il va émettre un rapport qui peut être contraire aux intérêts du conseil d'administration. Mais il faut que, voilà, il y ait à mon sens, un comité de 50 personnes, c'est peut-être plus difficile à réunir avec tout le monde qu'un nombre plus réduit, tout simplement. Alors, existe une liste des OTI habilités? Oui. Mais après, si vous tapez audit RSE, je pense que vous tombez, ou audit DPF, vous tombez assez rapidement sur la liste. Et normalement, on est quand même sur une première page, parce qu'on n'est pas encore, on est pionnier. Mais si Alexandre a la réponse, peut-être que tu peux nous aider là-dessus. Alors, c'est sur le site du COFRAC. Hein, si vous arrivez à trouver votre chemin dans la liste sur le COFRAC, vous pourriez retrouver les OTI habilités. Alors, quelles sont les organisations habilitées à réaliser l'audit? Alors, aujourd'hui, en fait, du coup, c'est le décret du 2 janvier qui donne les modalités notamment de l'audit. Et il est dit par logique que les organismes qui sont déjà accrédités par le COFRAC pour valider les rapports RSE, les déclarations de performance extra-financière, ça c'est le terme exact du coup du rapport qui doit émettre l'entreprise dans son rapport de gestion. Ces entreprises ont déjà l'habitude d'auditer sur des enjeux RSE des entreprises, ont déjà l'habitude d'auditer des rapports et qu'assez naturellement, les diligences sont assez similaires et que naturellement, ce sont un peu les mêmes organes, les mêmes cabinets qui peuvent du coup le réaliser. Ce sont des modalités, ce sont des diligences d'audit qui sont légèrement différentes de Bicorp dans la mesure où on va notamment auditer le rapport du comité de mission, on va auditer du coup des documents qui permettent de comprendre en quoi l'entreprise du coup a avancé et bien en bonne marche dans l'exécution de ses objectifs, là où Bicorp va être plus sur des audits aussi de démarche en tant que telle et d'action, donc un petit peu différentes. Mais peut-être certainement que du coup, des auditeurs Bicorp pourraient demander l'accréditation. Je pense qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se stabiliser, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont figées ad vitam aeternam. Merci beaucoup Antoine pour de confirmer les modalités d'intégration de la communauté. Alors, les objectifs sur lesquels s'engagent les sociétés doivent-ils être sociaux et environnementaux ou sociaux ou environnementaux? C'est sociaux et environnementaux, les deux. Parce que chacun peut agir, en fait, même une société. Nous, on est un cabinet de conseil. Du coup, en fait, c'est surtout le fruit de notre cervelle qui est utilisé. On n'est pas une industrie pétrolière, mais certes, on a un impact environnemental très important et notamment un impact, du coup, gaz à effet de serre très important. Et ça fait partie d'un de nos 3 piliers de notre stratégie, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par 3 d'ici 5 ans. Et donc, ne serait-ce que les outils informatiques, là, ce que j'utilise, ça consomme énormément. Donc, même nous, société purement, on va dire, service intellectuel, on peut agir positivement pour réduire notre empreinte sur l'environnement. Alors, est-ce qu'on accompagne des sociétés qui veulent devenir sociétés à mission sur toute la France ou sur la jolie métropole toulousaine seulement? Oh, ça, c'est bien dit. Bon, je ne suis même pas toulousaine d'origine, mais c'est… Donc, bien sûr, on accompagne sur toute la France les dom-tom et autres, et même en dehors de la France, s'il y avait besoin d'être sur une réflexion plus large, bien sûr. Donc, Alexandre confirme bien sur le site du COFRAC qu'on peut retrouver tous les OTI habilités. Donc la loi Pacte ne mentionne pas à ma connaissance cette notion de parrainage. Tout à fait. Alors je m'excuse si du coup j'ai créé de la confusion. C'est si vous le voulez, c'est pour intégrer cette communauté de manière volontaire
il faut passer par un parrainage. Mais c'est absolument pas, du coup, une obligation réglementaire. Tout à fait. Alors, Alexandre avait déjà répondu. Comment est déterminée la rémunération de l'auditeur? Eh bien, nous, c'est marrant comme question, mais très bien. Nous, en fait, notre manière de faire comme auditeur, c'est que je pense que chacun a sa recette, clairement. Nous, on passe forcément par un entretien, en fait, pour définir vos besoins et pouvoir vous proposer, même si c'est de l'audit, a fortiori quand c'est du conseil, mais même quand c'est de l'audit, quelque chose qui soit sur mesure. Donc, si vous voulez beaucoup de choses, si vous voulez peu de choses, si vous voulez beaucoup de valeur ajoutée, eh ben, on va le définir ensemble, en fait, et on va trouver le bon compromis au niveau honoraire. Par contre, si vous voulez juste une signature qui accrédite votre rapport ou votre statut, ben, notre vision, en fait, nous dit que on ne peut pas être dans cette démarche de progrès avec vous, donc on préférera se concentrer sur des entreprises qui sont dans une démarche de progrès. Que doit contenir le rapport de mission? Alors, au niveau législatif, ce n'est pas encore très attendu. Il y a du coup la commission RSE à laquelle Pauline participe, qui est en train de définir différentes attentes de ces éléments-là. Mais en tout état de cause, ce que doit contenir le rapport de mission, c'est un avis sur la bonne marche ou non de l'entreprise vers l'atteinte de ses objectifs. Et d'ailleurs, Pauline précise qu'il y a un groupe de travail à l'AFNOR qui est en cours de définition de ce point. Et du coup, groupe, vous pouvez le dire, mais dont on fait partie aussi, pour être au cœur du réacteur, au cœur aussi des réflexions et pouvoir influer dessus dans le sens de notre vision. Est-ce que tout le monde a posé ces questions? Je les ai enchaînées un petit peu vite pour respecter le temps de tout le monde. Mais j'ai encore quelques minutes, bien sûr. Alors, pensez-vous que plus d'entreprises vont être dans la démarche de devenir entreprise à mission après la crise? Que plus d'entreprises s'interrogent sur leur manière de travailler, sur leurs risques, que ce soit business en tant que tel, leur dépendance au flux ou leur dépendance à leurs outils qui les a empêchés de télétravailler, voilà, des choses comme ça. Oui, et je pense qu'elles vont passer d'abord dans cette phase-là de remise en question. Elles vont certainement, et on le voit du coup, il y a pas mal d'articles qui sortent, Les Échos, Le Monde, La Tribune, Figaro et compagnie, qui s'interrogent dessus. Malgré ce qu'on peut entendre du coup, que ce soit BlackRock ou le MEDEF qui essayent d'alléger certaines du coup contraintes de cette manière-là, je pense que les entreprises qui veulent du coup s'inscrire dans la durée, être moins du coup vulnérables face à ces crises, vont réfléchir à leur responsabilité sociétale, vont réfléchir à leur raison d'être. De là, devenir tout de suite société à mission, à mon sens, il faut encore en parler au maximum. Donc, je vous invite aussi à en parler si ça vous intéresse, si ça vous a posé des questions, diffuser l'information. Je pense que c'est encore pas assez connu. Mais en tout état de cause, c'est quand même une démarche profonde qui va nécessiter un petit peu de temps. Donc, du jour au lendemain, qu'il y ait 500 sociétés à mission qui soit dans la démarche, j'en doute un petit peu. Mais ça va dans ce sens-là. Parce qu'en fait, pour le dire autrement, pas mal de signaux. Je vous ai parlé que des clients qui, du coup, avaient des critères d'achat basés sur la RSE, des candidats qui avaient des critères de choix de leur employeur par rapport aussi à la RSE. Ça, ce sont des signaux faibles, mais qui sont de moins en moins faibles. Et la crise que nous traversons est aussi, du coup, bien sûr, forcément une claque dans ce contexte-là et de remise en question de la manière dont on mène nos activités économiques, clairement. Alors, comment votre cabinet combine une démarche d'accompagnement et l'audit indépendamment? Tout à fait. Alors, là-dessus, en fait, on a deux équipes qui sont, si c'est un même client, on a deux équipes qui sont complètement distinctes, qui ne travaillent pas sur la même chose. Et voilà, c'est la frontière, en fait, entre les deux équipes. Il y a une frontière dans le temps aussi, dans le sens où on est plutôt en accompagnement, on peut être en amont de l'audit, bien sûr.
et en aval, s'il y a des préconisations sur lesquelles l'équipe d'accompagnement peut poursuivre. Mais ça se fait depuis le début et ça se fait avec notre éthique, notre système qualité et notre gestion des plannings de tout le monde pour assurer cette indépendance, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, pardon, il faut que je les descende tout seul. Alors, les objectifs doivent-ils être à moyen ou long terme? Si on fixe des objectifs chiffrés, peut-on facilement actualiser le statut? Alors, le statut, en tant que tel, juridiquement, c'est pas difficile. Alors, il y a un coût à chaque fois qu'on le dépose au greffe, mais voilà. C'est plus politiquement avec le conseil d'administration et l'assemblée générale, encore pour faire simple, que là, du coup, la démarche est beaucoup plus... il faut être très précautionneux dans l'envie de modifier ses statuts. Après, ça dépend aussi de la taille de son conseil d'administration et du nombre d'administrateurs et du nombre, bien sûr, d'actionnaires. Ça va être un juste équilibre, en effet, d'objectifs à long terme. Je pense qu'en fait, c'est la force de la raison d'être qui va amener le long terme, mais que peut-être des objectifs à 5 ans, c'est une première, avec des objectifs qui peuvent être fixés dans les statuts avec une échéance plutôt moyen ou long terme, mais qui se déclinent de manière, du coup, hors statut, à plus court terme, pour être vraiment sur de l'action immédiate, des petites victoires chaque année et embarquer les équipes immédiatement. Donc voilà, c'est un peu ce côté dans les statuts et peut-être quelque chose d'un plan d'action plus opérationnel à plus court terme en dehors des statuts. Merci pour votre clarté et vos réponses. Super, merci beaucoup. J'ai besoin d'échanger plus longuement avec vous. Je me permettrai de vous appeler bientôt. Avec plaisir. Et François, dit François. Bah, bonjour François. C'est la dernière réponse si tout le monde le lit. Pour une entreprise d'une multinationale, faut-il être Bicorp ou entreprise à mission? C'est une très bonne question. Alors, aujourd'hui, Bicorp, en fait, est pas mal plébiscité du fait de l'absence de ce référentiel français et même européen de société à mission. En Chine, il y a eu déjà des mouvements fin 2019 pour auditer des produits qui étaient commercialisés en Chine sur des questions, du coup, notamment sociales, en fait, de production. Et aux États-Unis, il y a la Benefit Corporation Law, qui est un statut d'entreprise en tant que tel, comme nous avons des SAS, des SARL, des SA. Eux, ils ont du coup aussi une Benefit Corporation, un statut de ce type-là. Et Bicorp, du coup, vient un petit peu, comme je disais, pallier un manque au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est que Bicorp, en fait, est très challengeant. Il y a les 4 du coup piliers de la notation Bicorp. À mon sens, l'entreprise en mission est beaucoup plus forte parce qu'elle va modifier et transformer la stratégie de l'entreprise. Bicorp peut être du coup quelque chose, bien sûr, il y a toute la partie notamment gouvernance, mais qui peut toujours être liée à une démarche RSE qui pourrait être vue comme un tout petit peu parallèle. Là où en fait, en modifiant les statuts, en se donnant une raison d'être inscrite et à laquelle on fait tout le temps référence, à terme, on y fera référence pour tous les critères de décision stratégique, c'est beaucoup plus fort. Ça va un petit peu, du coup, pendant un temps, manquer de reconnaissance à l'international, certainement. Je mesure ce que je dis, hein, je n'ai pas la science infuse, mais c'est mon sentiment comme ça à chaud. Mais les deux sont à mon sens complémentaires pour le moment et il y aura pour moi une force beaucoup plus opposable et reconnaissable au statut, aux qualités d'entreprise à mission à très court terme. Alors, oula, j'ai eu entreprise à mission. Et entreprise à mission, c'est beaucoup plus souple. Bien. Et vous fixez vos objectifs, comme le dit Pauline. Et en effet, il y a l'approche US sur Bicorp. Je ne me suis pas étendue dessus, mais c'est très clair qui n'est pas aussi adaptable que d'avoir une feuille blanche pour votre propre entreprise. Donc, l'avantage de la feuille blanche, c'est que vous êtes complètement libre dans la définition initiale. C'est juste qu'il faut avoir l'inspiration. Je fais simple, hein, vous vous sentez bien, au bout de 50 minutes, j'ai un peu le naturel qui revient au galop. L'avantage de Bicorp, c'est que ça vous apporte bien sûr un référentiel sur lequel déjà vous positionnez. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Et je crois qu'on arrive un peu au terme. Donc du coup,
En tout cas, je vous remercie. Je vois que vous êtes encore pas mal en ligne. J'espère que tout ça a été assez clair. Il va y avoir du coup des déclinaisons, notamment via les articles, là, comme je vous disais, sur notre page LinkedIn, qui vont amener des éclairages plus spécifiques. Là, on a été dans une approche du coup assez pédagogique et de vous amener les éléments clés avec notre propre retour d'expérience. Ça en appelle de nouveau. Donc, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois, que ce soit par, du coup, écrit, par téléphone, j'aurais peut-être pu mettre nos coordonnées juste à la fin, ou autre, vous savez où vous trouvez, que ce soit à Toulouse ou n'importe où ailleurs. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très bonne fin de journée. Bon courage, j'aurais pu commencer par ça aussi, à vous tous qui êtes dans cette période si difficile, et une pensée bien sûr à tous ceux qui agissent pour la continuité économique aussi des entreprises. Donc, je pense aux experts comptables et je pense aussi aux personnes qui nettoient nos villes. Donc, j'ai salué ce matin rien que chez moi et à nos soignants, bien sûr, au premier chef desquels. Donc, bon courage et au plaisir de vous retrouver. Merci à vous.